Suite à la débâcle et à la mise au ban par les autorités françaises de ce qui se voulait être une république kabyle, un discours inattendu est venu chambouler les analystes les plus aguerris. Accrochez-vous, voici ce qu'il a osé prononcer. Censé être un hommage à la soif de liberté et à la fierté inaltérable du peuple kabyle, ce passage s'est finalement transformé en un enchevêtrement de mots précipités, débités à toute allure, sans structure claire à croire que son auteur venait de se réveiller en pleine crise d'angoisse perdue entre deux réalités. Ce moment troublé n'est pas arrivé par hasard. Il faisait suite à un refus catégorique de Paris qui a décidé de ne pas laisser son sol devenir la scène d'un théâtre politique camouflant l'annonce d'un projet séparatiste. Pas de feu vert, pas de passe-droit, rideau fermé. Malgré les efforts visibles du protagoniste pour garder contenance, sa voix trahissait un naufrage intérieur. Les mots hésitaient, les formules revenaient en boucle, comme s'il récitait un discours appris à la hâte, espérant y trouver du réconfort. Une défaite morale enveloppée dans une tentative maladroite de garder la face. L'homme qui prenait autrefois le micro pour chanter, avant d'en faire une tribune politique, a assuré que le coup porté était totalement imprévu. À l'en croire, les échanges menés durant les 3 derniers mois dépassaient largement le cadre de simples discussions de façade. Il les décrivait comme soutenues franches et menées avec des représentants diplomatiques ainsi que des formations politiques qu'il présente comme sensibles à ce qu'il nomme l'autodétermination. Il a martelé qu'on lui avait laissé entrevoir des engagements concrets, que des messages encourageants lui étaient parvenus à plusieurs reprises. Autant de signaux qui, selon lui, validaient l'idée que l'heure était enfin venue de rendre public un projet mûri et revendiqué depuis des années. Dans son récit, Paris devait devenir le point de convergence des invités. Déjà en route, des délégations annoncées, une cérémonie soigneusement préparée. Il affirmait que tout était prêt, que l'organisation touchait à son terme et que les derniers réglages techniques n'étaient plus qu'une formalité. Et puis brutalement, le scénario s'est effondré. Une décision nette est tombée sans nuance ni compromis. Pas de report, aucune négociation, mais une interdiction claire et définitive, balayant d'un trait toute initiative de cette nature. D'un mot à l'autre, sa voix jouait aux montagnes russes, un coup enragée, un coup plaintive, oscillant entre justification prudente et colère étouffée. Et dans un exercice de funambule verbal, il s'est empressé de rappeler son attachement au cadre légal français, jurant n'avoir jamais eu l'intention d'ignorer les décisions officielles. Beaucoup y ont vu une manœuvre habile pour esquiver d'éventuelles suites judiciaires. À l'heure où l'on évoque des poursuites possibles, si l'initiative avait été maintenue. Un détail n'a pas échappé aux observateurs, celui qui depuis des années se pose en défenseur des opprimés et pourfendeur acharné de la répression, s'est cette fois bien gardé de décocher la moindre critique à l'égard des autorités françaises. Silence étonnamment docile. Au lieu de s'indigner comme à son habitude, il a préféré arborer une posture d'obéissance presque cérémonieuse, un respect tout en retenue à des années-lumière du ton provocateur qu'il adopte souvent face aux puissances qu'il juge hostiles à son combat. Il a même réintroduit l'expression de gouvernement provisoire, un terme qui, malgré lui, dévoile la fragilité structurelle du projet qu'il continue d'essayer de légitimer. Comme pour confirmer le malaise ambiant, plusieurs figures autrefois introduites en grande pompe comme ministres ou hauts cadres ont tout simplement pris leur distance. Certaines se sont même rentrées au bercail, direction l'Algérie. Un retrait en cascade qui en dit long sur les tiraillements internes et les tensions larvées. Plusieurs voix discordantes ont fait surface, certaines exprimant des inquiétudes bien réelles quant à leur propre sécurité, d'autres dénonçant une atmosphère pesante, faite de pression mal dissimulée. Malgré cela, dans son discours, l'orateur a tenté de redessiner la réalité à sa convenance.
Il a évoqué un appui diplomatique, venu d'ailleurs de prétendues promesses de reconnaissance, et même des manœuvres internationales en coulisses. Bref, une fresque ambitieuse, mais manifestement déconnectée du terrain. Mais ces envolées lyriques se sont vite heurtées à un mur froid. Aucun pays, cité aucune preuve, aucun signe d'adhésion réelle. Juste des allusions vagues, sans la moindre confirmation officielle. Il est vite devenu évident que la stratégie reposait davantage sur le choc médiatique que sur une dynamique politique solide. Malheureusement pour lui, l'interdiction française est venue couper l'oxygène à ce plan, transformant un moment annoncé comme fondateur en simple tentative de justification essoufflée. Alors qu'il tentait d'habiller l'échec d'une théorie géopolitique complexe, mêlant influence étrangère et équilibre stratégique fragile, la plupart des analystes y ont vu une réalité bien plus terre-à-terre, un refus clair, net, sans détour. La position de la France, sans ambiguïté. Il était hors de question que son territoire se transforme en scène ouverte pour une mise en scène séparatiste, surtout avec les tensions diplomatiques et les risques sécuritaires que cela impliquait dans une région déjà sensible. L'un des passages les plus révélateurs du discours fut sans doute celui où l'orateur admit à demi-mot qu'il espérait davantage de coopération de la part de Paris. Une attente visiblement basée sur des calculs politiques qui n'ont jamais trouvé de traduction concrète. En clair, même s'il y a eu des sourires ou des silences complices, cela ne s'est jamais transformé en feu vert public. Plus le discours avançait, plus les signes d'épuisement sautaient aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Les pauses devenaient longues. La voix perdait de son aplomb, comme si l'orateur luttait intérieurement pour digérer l'ampleur d'un échec qu'il n'osait nommer. Ce n'était pas juste une annulation de dernière minute, mais l'effondrement brutal d'une image soigneusement construite pendant des années, celle d'un chef capable de forcer le destin même symboliquement. Et pendant qu'il tentait de sauver les apparences d'autres, faisait les comptes. De nombreux observateurs ont pointé l'énorme fossé entre la rhétorique affichée et les faits sur le terrain. Aucune mobilisation populaire d'envergure en Kabylie, aucun élan massif pour soutenir le projet. Pire encore, les urnes et la routine quotidienne semblaient plutôt témoigner d'une fidélité assumée à l'État algérien. De là est née une formule qui revient de plus en plus, une république sans peuple. Au final, ce long monologue n'a accouché que d'une chose, un désarroi mis à nu. Entre accusations à demi-mot, pirouettes juridiques et appel à la mobilisation émotionnelle, rien n'a réussi à cimenter un récit crédible. Même ses partisans les plus fidèles sont restés sur leur faim. Et pour ne rien arranger, aucune trace, ni preuve, ni nom n'est venue confirmer les fameuses délégations ou reconnaissances qu'ils clamaient en coulisses. Ce qui avait été annoncé comme un jalon historique s'est finalement révélé être un miroir impitoyable. Non seulement il a exposé les failles du projet lui-même, mais il a aussi mis en lumière sa dépendance chronique à l'écho médiatique, bien plus qu'à une légitimité populaire ou à une assise politique solide. C'est précisément pour cela que l'interdiction française a été perçue bien au-delà d'un simple acte administratif. Elle a sonné comme un message politique lourd de sens. Impossible de réduire cette affaire à un couac logistique ou à une décision bureaucratique sans conséquence. Ce moment en apparence anecdotique a fonctionné comme une leçon grandeur nature. Il a exposé sans filtre les faiblesses structurelles d'un projet qui, au fond, reposait plus sur une illusion symbolique que sur une base institutionnelle, sociale ou politique crédible. Du lancement grandiloquent à la chute précipitée imposée par la décision de Paris, tout s'est enchaîné comme une démonstration involontaire. Un effondrement qui a mis en pleine lumière les déséquilibres internes, les illusions trop longtemps cultivées et les paris fondés sur du sable. Ce n'est pas seulement un événement annulé qu'on a vu échouer,
mais tout un récit qui, sûr de sa force, s'est brisé net sur la dureté du réel. Pendant des années, le récit s'est voulu inarrêtable, une vague historique, portée, disait-on, par une légitimité populaire silencieuse, profonde et renforcée en coulisses par des alliés internationaux prêts à bondir au moment clé. Sauf que, quand l'instant décisif fut annoncé comme imminent, la scène est restée vide. Aucun soutien officiel à l'horizon, pas l'ombre d'un appui réel. Quant à cette fameuse base sociale, elle s'est révélée aussi insaisissable qu'un mirage. La décision venue de Paris a agi comme une gifle froide, un rappel brutal que les États, même les plus permissifs en matière d'expression politique, tracent des lignes bien nettes quand il s'agit de projets pouvant enflammer les relations diplomatiques ou chambouler les équilibres régionaux. Liberté d'expression. Oui, mais jusqu'à un certain point. En réalité, ce refus n'avait rien d'étonnant. Il s'inscrivait parfaitement dans une logique d'État, celle qui privilégie la stabilité au spectaculaire, le contrôle au symbole incontrôlé. Dès que les mots veulent se faire acte, l'État lui réagit sans trembler. Ce qui a surtout retenu l'attention des analystes, ce n'est pas tant le contenu de la décision que la façon dont elle a été digérée, ou plutôt encaissée par celui qui se trouvait au cœur du projet. L'homme qui hier encore tenait des propos incendiaires et n'hésitait pas à provoquer s'est soudain transformé en figure presque docile, mesurant chaque mot, affichant un respect rigide face à l'autorité française. Ce virage a révélé, sans le dire, à quel point son combat dépendait du cadre et de la tolérance de la nation qui l'hébergeait. Une dépendance longtemps dissimulée derrière de grands discours sur l'autonomie, mais qui, cette fois, n'a plus pu se cacher. Car comment revendiquer une rupture totale tout en se pliant aux règles d'un tiers ? Ce paradoxe saute désormais aux yeux un projet censé incarner l'émancipation radicale, mais qui ne peut avancer qu'avec le feu vert d'un État, qui n'est même pas le sien. En dehors du théâtre parisien et de ses effets d'annonce, une question plus dérangeante persiste, ce discours prétend parler au nom d'un peuple, mais ce peuple, où est-il ? Les années passent, et toujours pas de mobilisation de masse, pas de dynamique collective, pas même un mouvement structuré capable de dépasser le cercle très fermé des convaincus de la première heure. Le fossé entre l'agitation verbale et l'ancrage réel reste béant. À plusieurs reprises, les urnes ont parlé, les citoyens ont voté. Les habitants ont participé à la vie publique comme à l'économie locale. Et chaque fois, le message envoyé contredisait l'idée d'un rejet massif du pouvoir central. Cette contradiction constante entre le discours revendiqué et les faits du terrain a fini lentement mais sûrement par éroder la crédibilité de tout le projet.